Pour parler à la personne qui rumine en privé, nous nous parlons à nous-mêmes. Nous ne parlons pas à un égoïste pur et résolu. Toutefois, les êtres auxquels nous parlons sont pleins de soupçons. Ils sont d'une humeur particulièrement méfiante. Il nous faut identifier les soupçons et construire un idéal de pensée privé qui s'adresse à eux. La personne qui rumine en privé soupçonne que lorsqu'elle est sensible à des exigences morales, elle se fait avoir. Elle est trop soumise à la persuasion, aux pressions des autres qui trouvent un avantage à son engagement moral. Alors Athéna, l'idéal de celui qui pense en privé sera quelqu'un qui ne pourrait pas se faire avoir de cette façon. Appelons la personne qui rumine en privé Thrasymachus, ou Sim pour abréger. Quelles sont les manières dont Sim pense qu'il pourrait se faire avoir? Après tout, la moralité qu'il regarde d'un œil soupçonneux n'est pas une moralité arbitraire, ou du moins c'est ce que nous supposons. C'est une moralité à laquelle il peut adhérer d'un point de vue que nous développons ensemble. Or, de ce point de vue public, nous ne manquons pas d'informations. Nous ne manquons pas de sensibilité. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Le soupçon de Sim doit être qu'il s'est laissé trop absorber par le point de vue public. Il ne peut pas se défendre de manière adéquate contre les exigences que les autres lui imposent. Un des traits frappants de la discussion publique, ce sont ses exigences conversationnelles. Dans une discussion, nous accédons à une influence mutuelle. Le soupçon de Sim vise le point de vue que ce faisant, nous forgeons ensemble. Son reproche s'avère consister en une accusation d'influence illégitime. Dans ses soupçons, il estime être trop sensible aux intérêts des autres, davantage qu'il n'est censé de l'être. Quel est l'idéal qui répond à ce soupçon? Entre autres choses, Athéna doit être mise à l'abri de l'énergie des exigences conversationnelles. Il se peut qu'elle soit ravie que des gens produisent des exigences et que d'autres réagissent. C'est de cela que dépend la morale. Et la moralité de ces gens la protège. Mais, quant à elle, elle n'est sensible à aucune de ces exigences. Ou bien, si elle a besoin d'une conversation pour conserver ses repères, c'est du bavardage de spéculateurs optimistes. Ceux qui lui imposent des exigences conversationnelles ne sont pas ceux qui sont en position de profiter de ses engagements moraux. Leur point de vue est le sien. Après tout, Sim soupçonne que les autres exercent une influence illégitime en leur faveur, si bien qu'un idéal qui répond à ses doutes serait peut-être une personne qui pense et à qui l'on n'impose pas d'exigences conversationnelles intéressées. Dans son état d'esprit privé et soupçonneux, Sim va vouloir s'assurer que les conditions d'Athéna sont dégagées d'influence conversationnelle en faveur de qui que ce soit d'autre. Bref, nous parlons à Sim, une personne qui rumine en privé, qui est sociale mais ambiguë, et nous mettons au point un idéal de personne qui pense en privé. Athéna, en qui il peut avoir confiance. Nous considérons d'équité. En nos considérations d'équité, d'honnêteté et de bien général, nous pouvons les présenter à Athéna, mais nous les présentons de façon pâle, sans les exigences conversationnelles qui assaillent Sim. Après tout, Sim soupçonne qu'il se fait avoir. Peut-être qu'une part de ce qu'il soupçonne, c'est qu'il ne considère pas tout ce qu'il faut considérer. Mais une autre partie de ses soupçons sera qu'il est trop exposé aux influences en faveur des autres, que s'il apprenait à se défendre de ces influences, il changerait ses engagements. Donc, de bien des manières, l'idéal de pensée privée sera comme un idéal de pensée collective. Mais il y aura une différence cruciale. Athéna ne se trouve pas confrontée à des exigences conversationnelles de la part de quelqu'un particulièrement attaché aux intérêts des autres. Elle est coupée de leur influence sociale. Sim veut savoir la chose suivante. Accéderait-il à des exigences morales s'il voyait les choses clairement, sans être influencé par les exigences conversationnelles produites par d'autres en leur propre faveur? Des moralités impérieuses et défiantes. Comment Athéna traitera-t-elle des exigences morales? Cela doit dépendre de ce que sont ces exigences. Des exigences morales sont des exigences vers lesquelles nous pourrions nous efforcer d'arriver dans une discussion normative tenue ensemble. Ce sont des exigences qui peuvent être appuyées par la culpabilité et la colère, ces sentiments étant régis à leur tour par des normes, les normes que nous en viendrions à accepter dans une discussion idéale. J'ai supposé que la discussion ferait attention aux biens réalisables par les normes. Elle serait sensible aux manières dont l'acceptation commune de normes peut être favorable à de bonnes choses, à des choses qui valent d'être désirées à partir d'un point de vue que nous mettons au point ensemble. Alors, comment concevoir une moralité qui soit favorable à de bonnes choses? Premièrement, il nous faut connaître nos pouvoirs. Un bon concepteur sait ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. Pouvons-nous décréter ensemble la façon dont tout le monde va agir? Cela pourrait ne pas servir à grand-chose. Les décrets ne fonctionnent pas par magie.
Les espoirs que nous inspire la moralité doivent reposer sur les manières dont les normes peuvent assurer leur emprise sur nous et affecter ce que nous faisons. Ce qu'il nous faut décider ensemble, ce n'est pas ce que nous voulons faire aux gens, mais les normes que nous voulons instiller. Ensuite, les normes devront assurer toutes seules leur fonction d'aiguillon. Nous pouvons dire que les exigences de la morale sont celles que nous voudrions que produise la morale si nous gardions à l'esprit la force de la motivation morale aussi bien que ses limitations. Les utilitaristes de la règle essayent de préciser cette maxime vague, en particulier Brent, 1963. Haré prolonge cette maxime, en fait avec son traitement de la morale de niveau intuitif, 1981. Brent et Haré sont tous deux des utilitaristes, mais l'esprit de cette maxime inspire aussi certains traitements non utilitaristes. Rawls évalue les principes de justice selon l'attrait qu'ils auraient pour des partis placés derrière un voile d'ignorance. Les partis essayent de promouvoir un large ensemble d'intérêts et elles choisissent à la lumière d'une connaissance générale les modes possibles de motivation par l'acceptation publique de principes de justice et des limitations dans ces modes de motivation. Tout ce que les normes disent de faire ne se fait pas. Toute norme acceptée ne le reste pas toujours. Ainsi, en tant que concepteurs de normes, nous devons chercher le secours de stratagèmes. Nous devons penser aux manières de faire suscitées par les normes et les actions que nous voulons, en prévoyant que tout n'est pas possible. L'un des extrêmes serait d'être impérieux dans nos stratagèmes, sachant que nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous voulons. Nous pourrions exiger beaucoup plus que nous estimons que nous obtiendrons, dans l'espoir que c'est ainsi que l'on obtient autant que possible. L'autre extrême serait d'être défiant. Nous pourrions réduire nos exigences morales à ce que pour l'essentiel nous estimons pouvoir obtenir. Nos stratagèmes en tant qu'inventeurs moraux pourraient être plus ou moins impérieux, plus ou moins défiants. Supposez que nous exigions que les riches donnent la masse de leur fortune aux pauvres. Vu comme une exigence purement morale, ce serait impérieux. Même si les riches acceptent s'ils devraient renoncer à leur fortune, bien peu le feront. Et en l'absence d'une application coercitive, les simples normes de culpabilité et de colère constituent une motivation insuffisante. Supposez que de notre côté, nous exigions que les gens ne volent pas, et que nous appuyons cette exigence morale par des moyens légaux substantiels de la faire respecter. Il se pourrait bien que cette exigence soit assez défiante. Même quand quelqu'un estime pouvoir voler en toute impunité, il se peut que tant qu'il n'est pas aux abois, les normes morales qu'il accepte fassent pencher la balance. Il se peut qu'il y ait une autre motivation suffisante pour ne pas voler, si bien qu'ajoutée à la motivation morale, elle emporte. Les exigences impérieuses s'attaquent à des motifs contraires ou puissants, et elles s'attaquent à eux sans aucun secours. Les demandes morales défiantes l'emportent avec l'aide d'autres motifs. Le concepteur social peut choisir d'être impérieux ou défiant, et à quel degré. C'est peut-être de ce choix que dépendra la réaction d'Athéna à la moralité. Prenez d'abord la conception impérieuse. Il se peut que des normes impérieuses soient difficiles à accepter en privé. Mais instillées, elles seront largement violées. C'est cela qui leur a valu l'étiquette d'impérieuse. Il se peut tout à fait qu'Athéna juge rationnelles certaines de ces violations. Il se peut que ces exigences soient plus qu'il n'est entièrement censé, à son avis, d'accorder. En tant que concepteur, nous avons choisi la stratégie impérieuse, c'est ce que j'imagine. Nous avons choisi des normes morales impérieuses pour les instiller en nous-mêmes. Du point de vue commun, il est inévitable que nous voulions davantage de la moralité que nous ne pourrions en obtenir. La morale impose à chacun de nous des exigences en faveur les uns des autres, et elle appuie ces exigences avec des normes de colère et de culpabilité. Nous sommes des concepteurs impérieux si nous exigeons de cette manière tout ce que nous voulons qu'il se fasse. Nous agissons comme si nos exigences devaient être obéies, quelles qu'elles soient. Bien sûr, nous savons qu'elles ne le seront pas, mais nous exigeons tout afin d'obtenir autant qu'il nous est possible. Nous dirigeons culpabilité et colère vers tout ce qui nous fait plaisir, à partir d'un point de vue commun que nous éviterions tous. En tant que concepteurs, nous nous rendons compte qu'en tant qu'agents, nous continuerons à faire beaucoup de choses en dépit des normes morales que nous en arrivons à accepter ensemble. En criblant les actions de normes de colère et de culpabilité, nous avons visé plus haut que ce que nous pouvions espérer atteindre, afin d'atteindre aussi haut qu'il nous était possible. Mais que se passe-t-il quand la personne qui participe à une discussion publique se transforme en personne qui rumine en privé? Peut-elle continuer à dire oui à une morale impérieuse? Comme je l'ai dit, Athéna, l'idéal du penseur privé, est un être social. Elle sent l'attrait de la bonne volonté, de l'honnêteté, de la sollicitude pour autrui.
Reste qu'en examinant les exigences de la morale, elle aura des réserves en privé. Elle veut des choses pour elle-même, d'une manière intense parfois. La morale impérieuse dit de renoncer à certaines d'entre elles. Bien sûr, elle pourvoit à ses besoins à merveille dans un certain sens. Quoiqu'elle produise sur Athéna de fortes exigences en faveur des autres, elle produit aussi sur les autres de fortes exigences en sa faveur. À moins que la position d'Athéna soit inhabituelle, au total, elle y gagne si toutes les exigences sont satisfaites. Mais elle y gagne encore plus si elle peut jouer sur les deux tableaux, si les autres satisfont les exigences morales en sa faveur. Mais si, quant à elle, elle se dérobe à quelques exigences morales, parfois, il sera difficile de se livrer à ce tour sans s'attirer de représailles, et parfois, non. Il se peut que le sens qu'elle a de l'équité se prononce contre cette tentative, mais dans ce cas, il faut qu'elle décide quelle autre chose il est censé de sacrifier pour avoir le plaisir d'être juste. Dans tous les cas, l'équité ne se prononce pas en faveur d'exigences morales impérieuses, elle se prononce contre elles. La moralité impérieuse en demande plus qu'elle estime pouvoir obtenir. Si Athéna est la seule à lui donner tout ce qu'elle demande, elle assume une part inéquitable des fardeaux de la moralité. Il se peut qu'elle accepte les exigences de réciprocité équitable et qu'elle continue à se demander combien il y a à donner en retour. Rawls, 1971. Résumons donc. Dans le cas d'une moralité impérieuse, ce serait bon pour nous tous si toutes ces exigences étaient satisfaites. Pour chacun de nous, ce serait encore mieux si tous les autres satisfaisaient les exigences, tandis que lui-même se déroberait à quelques-unes d'entre elles. De manière inévitable, si nous instillons en nous-mêmes une moralité impérieuse, nous nous retrouvons à la fin en train de nous dérober à une bonne partie de ces exigences. Or, je suppose qu'en tant que participants ensemble à une discussion, nous en arrivons néanmoins à accepter une moralité impérieuse. Nous concluons que ces imprécations, quelque peu inefficaces, marchent tout de même mieux que les autres solutions. Qu'elles marchent mieux pour faire avancer les choses que nous reconnaissons ensemble comme étant bonnes. Nous acceptons ensemble des normes impérieuses pour la culpabilité, la colère et l'action. Ensuite, en tant que personnes ruminant en privé, nous passons chacun des choses en revue. Puis-je accepter en privé les exigences que j'accepte quand nous résolvons les choses ensemble? Et il se peut qu'ici je recule. Les exigences sont grandes, je me soucie des autres et je me soucie de faire ma part. Mais est-ce que je me soucie autant que ça? Même si je suis attiré par un idéal d'héroïsme moral, il y a aussi d'autres choses qui m'attirent. Et il se peut que je conclue pour finir qu'il est plus sensé de chercher à atteindre ces autres choses. Et puis aussi, même si je suis farouchement résolu à faire ma part, si les autres font la leur, je sais que les autres ne la feront pas. La moralité impérieuse acquiert mon allégeance, mais d'autres choses œuvrent à la subvertir. J'essaie de décider quelle norme accepter en privé, pour moi-même, et peut-être déciderai-je que souvent ce n'est simplement pas censé d'accéder aux exigences impérieuses de la moralité, même si d'autres le font, et de toute façon ils ne le feront pas. La conception morale défiante. Dans le cas d'une conception morale défiante, les chances d'entraîner cible semblent plus grandes. Rappelez-vous qu'en tant que concepteurs défiants, nous sommes à la recherche de plans roublards. Nous modérons les exigences de la moralité jusqu'à un point où elles puissent être efficaces et où, pour l'essentiel, ces exigences seront satisfaites. Nous veillons à ne pas laisser la morale se défendre toute seule contre une opposition puissante. Nous cherchons des alliés. Nous confions à d'autres motivations le soin de renforcer l'aiguillon de la moralité étroite. Chaque fois que des motifs puissants sont en jeu, notre morale œuvre à les canaliser et à les coordonner, et elle n'essaie pas d'aller de plein fouet à la rencontre de tout leur poids. La moralité défiante coordonne l'échange, elle coordonne la négociation, elle coordonne l'application. Là où elle ne trouve pas d'alliés, elle fait prudemment retraite. Il se peut qu'une moralité impérieuse soit encore socialement impérieuse. Il se peut qu'elle produise de fortes exigences avec de forts moyens sociaux de les faire respecter. Elle est seulement défiante en cela qu'elle ne se fie pas trop fortement à la motivation morale intérieure. De cette manière, elle se garde d'être subvertie par la désuétude. Ses exigences se trouvent largement satisfaites. La morale n'est pas faite pour être sa propre récompense. Elle coordonne plutôt l'approbation et la désapprobation efficaces en liaison peut-être à un dispositif social rigoureux pour les faire respecter. Où en est Athéna avec tout cela? Au total, une moralité défiante est avantageuse, du moins quand les enjeux sont élevés. Cette moralité attire ses motifs généreux, tout comme la moralité impérieuse, et elle tire aussi de la force des profits qu'il y a à rester en termes amicaux avec les autres, à disposer de leur respect, de leur bonne volonté et de leur coopération. Cela nous aide à éviter tout problème. Il est donc pour l'essentiel avantageux pour Athéna non seulement que les autres agissent selon les exigences de la moralité, mais qu'elle aussi agisse ainsi.
Reste que moralité et avantage ne coïncideront pas parfaitement. Et même si c'était le cas, nous pouvons toujours demander le fait d'être moral en raison des avantages constituerait-il vraiment une acceptation des exigences morales? Comment une moralité défiante dépasse-t-elle l'égoïsme pur et simple? En premier lieu, les motifs généreux comptent dans le type de morale qu'acceptera Athéna. Pour être pour nous un idéal, Athéna doit être un être humain complet menant une vie humaine. Elle pense de manière privée, mais elle fait aussi partie d'une communauté normative. Elle ressent l'attraction d'un bien reconnu conjointement. Elle soutient les choses que la morale doit encourager. La morale lui appartient aussi bien qu'à nous. Elle lui paraît d'évidence juste et appropriée. Elle met en valeur des choses qu'Athéna désire pour elle-même et pour les autres. Parce que ses exigences sont réciproques, elle reçoit du soutien de son sens, de la réciprocité équitable. Athéna est un être intensément social, elle accepte les exigences morales en partie pour des motifs généreux. Une morale défiante peut faire appel à ces motifs. Ce qui fait que cette morale est défiante, c'est qu'elle ne fait pas appel à eux pour leur demander radicalement davantage qu'ils ne peuvent réaliser. Athéna peut accepter des exigences morales défiantes en partie par honnêteté, bonne volonté, sollicitude pour les autres et du fait de son sens de l'équité. Même si le contenu des exigences n'est pas entièrement égoïste, Athéna peut bien les accepter. Bien sûr, en même temps, Athéna a d'autres préoccupations. Pendant qu'elle règle son hésitation entre ses préoccupations généreuses et celles dont nous parlons à présent, elle échappera aux exigences conversationnelles. Elle échappera à l'influence des autres qui profitent des occasions où elle accède à des exigences morales. Son allégeance à une morale défiante se trouve renforcée par un parallèle objectif entre les exigences de la morale et son propre avantage. Après tout, l'honnêteté morale est souvent payante. Nous pourrions donc nous livrer à un calcul froid et intéressé des occasions où des actes d'honnêteté morale seront payants. Mais le calcul est un motif bien lourd à porter et aussi certaines fois un motif utile quand s'affrontent rivales de vives tentations. Même dans une évaluation égoïste, il se peut que des motifs moraux soient moins coûteux et plus fiables qu'un calcul froid et intéressé. Frank, 1988. Voilà qui sera important pour Athéna. Supposez que ce soit là la seule chose importante pour elle. Supposez que ces motifs généreux n'aient joué aucun rôle. Il se pourrait encore qu'elle veuille accepter des exigences d'une morale défiante comme des exigences morales. Il se pourrait qu'elle veuille se soucier des exigences elles-mêmes et de leur base morale et pas simplement trouver commode de s'y conformer. La moralité défiante produit de nombreuses exigences auxquelles nous voudrions nous conformer, toute préoccupation morale mise à part. Souvent, la préoccupation morale sera le motif le plus sûr pour faire avancer l'intérêt personnel. Mais avoir des préoccupations morales, c'est ne pas être purement intéressé. Se préoccuper de la morale de manière intrinsèque est utile à d'autres points de vue. Même si Athéna est égoïste, il se peut qu'elle veuille ne pas l'être. En quoi cela est-il important pour la personne qui rumine en privé? Cette personne qui rumine en privé, Sim n'est pas un pur égoïste, il est hésitant et soupçonneux. Ses motifs généreux soutiennent la moralité, mais il les soupçonne. Si prêter allégeance à la morale est la meilleure manière de se rapprocher de la réalisation de ses objectifs plus égoïstes, alors son hésitation est résolue. Dans le cas d'une moralité impérieuse, cela est improbable. Cela paraît plus vraisemblable dans le cas d'une moralité défiante. Si une moralité défiante présente assez d'attraits d'égoïste, l'hésitation de Sim en sera résolue. Il se demandait si ses motifs généreux survivraient à la bonne sorte d'examen. L'égoïsme lui dit de vouloir être comme il est avec ses motifs généreux et tout le reste. Traditionnellement, la morale exige plus que le fait que nous accédions à des termes raisonnables quand nous nous trouvons surveillés et sanctionnés. Elle nous présente la sublimité d'un sacrifice authentique, elle fait appel à l'héroïsme, ce qui est plus pertinent d'un point de vue quotidien, elle fait appel à la bonne volonté, aux sentiments amicaux, à l'honnêteté. Autant de choses importantes pour Sim, mais il y a d'autres choses importantes aussi pour lui, si bien que l'ennui et ce qui se produira dans ses ruminations privées si ces autres choses entrent en conflit ouvert avec la bonne volonté, la camaraderie, l'honnêteté, et ainsi de suite. Ce conflit pourrait être largement évité avec une moralité défiante. Ce n'est pas que j'ai montré qu'il le serait. Ce qui fait qu'une moralité est défiante, c'est qu'elle s'allie avec du verbe allier, s'allie avec suffisamment d'autres motifs pour l'emporter, pour l'essentiel, pour l'emporter dans le cas des gens réels, pourvus d'une dimension conjointe et d'une dimension séparée avec leurs motivations normatives et leurs appétits, leurs sentiments, leurs pulsions et leurs désirs. Athéna, l'idéal de la personne qui pense en privé, n'est pas nous. Premièrement, elle est dépouillée d'une partie de la sociabilité. Elle n'est pas sensible aux exigences conversationnelles en faveur des autres. Deuxièmement, ses motivations ne fonctionnent que par le biais de normes
Voilà 2 points en quoi elle est différente de nous. Et il n'y a rien qui garantisse qu'une moralité qui l'emporte pour nous, pour l'essentiel, l'emportera pour elle. La question de savoir si c'est le cas est complexe et pour une large part socio-psychologique, mais on a des raisons de penser qu'une moralité défiante aurait pas mal de succès avec Athéna. Cela ne nous dit pas encore si dans une discussion ensemble, nous devons viser une moralité qui se trouve du côté de la défiance. Il se pourrait qu'une moralité impérieuse soit encore la meilleure stratégie de conception morale. Mais si Athéna voulait rejeter une telle moralité, ce serait une cause d'ennui. Cela signifierait que la moralité impérieuse ne saurait soutenir l'examen de la pensée privée idéale. Alors, quelle peut être son emprise sur nous? Bien sûr, dans nos réactions quotidiennes à la vie, nous ne sommes contrôlés par rien qui ressemble à la pensée privée idéale. Notre pensée n'est ni idéale ni privée. Alors peut-être qu'il ne sera pas très important que la moralité rencontre un échec chez Athéna. Il se peut qu'elle conserve encore suffisamment de notre allégeance pour être utile. Reste que dans ce cas, la moralité subira une instabilité d'un type particulier. Non seulement ses prescriptions seront largement violées, nous le savions déjà, et en tant qu'ingénieurs sociaux, nous l'avions prévu dans nos plans, en plus, elle échoue face à un type d'examen qui aura forcément de l'attrait sur nous. Si l'emprise de la moralité ne dépend pas des choses que nous considérons des défauts dans notre pensée, alors elle dépendra du pouvoir des exigences conversationnelles par lesquelles nous la soutenons mutuellement chez nous. Si nous choisissons une moralité impérieuse, nous accrochons nos espérances à notre influence mutuelle. Nous espérons que nos exigences conversationnelles pourront chacun nous empêcher de verser trop dans la pensée privée. Je n'ai pas montré non plus qu'une moralité impérieuse remportait peu de succès chez Athéna, ou que si elle en remportait chez elle, il fallait qu'elle perde son emprise sur nous. Je n'ai pas montré non plus qu'une moralité défiante pouvait réussir chez Athéna, mais des considérations grossières suggèrent que les choses tendent dans cette direction, et cela soutient la défiance dans la conception morale. Aux endroits où la moralité impose des fardeaux pesants, elle doit mobiliser un contrôle et un guidage sociaux puissants. Nous pouvons alors espérer que les motivations morales intrinsèques qu'elle invoque supporteront d'être examinées en privé. 17. Le système moral. La recherche morale au sens étroit est seulement un type de recherche normative. Certains disent que nous devrions nous en passer et vivre ensemble sur la base non pas de normes morales, mais de normes d'autres types. Dans le paragraphe précédent, je me suis fait le champion de la moralité. J'ai parlé à partir d'un point de vue que nous mettons au point ensemble et j'ai trouvé la vertu dans des normes unies pour la culpabilité, la colère et l'action. Puis j'ai affronté Sim, la personne qui rumine en privé. Or, en me préoccupant de Sim, j'ai parlé comme si nous savions bien la façon dont nous devions penser quand nous pensons ensemble. J'ai parlé comme si, quand nous discutons de moralité les uns avec les autres, nous savions bien quelle considération il fallait peser. Je me suis inquiété de l'allégeance privée à ces conclusions publiques, mais j'ai parlé comme si les conclusions publiques elles-mêmes pouvaient ne pas être problématiques. J'ai postulé qu'on évaluerait les moralités par la façon dont elles font avancer le bien, et ce bien doit être compris à partir d'un point de vue auquel nous travaillons à arriver ensemble. Mais il est notoire que le bien tout autant que le juste attire la controverse. Les philosophes débattent des choses qui sont intrinsèquement bonnes et ils débattent aussi pour savoir si c'est la meilleure des premières questions à poser. Certains pensent que oui, que la morale dépend fondamentalement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Reste que ces philosophes discutent des problèmes délicats concernant la nature de cette relation de dépendance. D'autres rejettent l'idée de commencer par le bien et essayent de fonder le juste et l'injuste indépendamment du bien. Le débat porte sur la question de savoir s'il faut commencer par des biens autres qu'un caractère moralement bon, des expériences intrinsèquement bonnes et peut-être des choses telles que la connaissance aussi. C'est ce que veulent les utilitaristes comme Mill, Sidgwick et Brandt. Emmanuel Kant, 1785, maintient que c'est par un caractère moralement bon qu'il faut commencer. Son point de départ est qu'il soutient que la seule bonne chose bonne en soi, sans ambiguïté, c'est une bonne volonté, une volonté moralement bonne, comme on le voit ensuite. D'autres, comme Prichard de 1912 et Ross 1930, ne commencent pas par un bien de telle ou telle sorte, mais par le devoir. Ils soutiennent qu'il y a des devoirs de plusieurs espèces et qu'il n'existe pas de rapport unique au bien commun à tous les devoirs. Bien sûr, aucune de ces controverses ne pourrait être réglée d'un revers de main ou par un argument massu. Dans le présent volume, je me suis bien gardé de seulement essayer de les régler. Je n'ai pas demandé ce qui rend juste certains actes et injustes d'autres actes. J'ai demandé ce qu'est la recherche morale, mais je ne m'y suis guère livré. Reste que plusieurs des choses que j'ai dites suggèrent des directions que pourraient prendre des controverses sur ces questions.
De quoi la recherche morale aura-t-elle l'air si elle est bien telle que je l'ai dit? Sous sa forme la plus grandiloquente, la question serait exactement: supposer que nous parvenions à conduire nos recherches morales de manière idéale. Quelle conclusion atteindrions-nous? Je commencerai ici en prenant cette question sublime et en essayant de clarifier ce qu'elle veut dire. Cette question ne porte pas uniquement sur le lieu où nous mène la recherche morale dans la réalité psychosociale, mais sur le lieu où elle nous mènerait dans le meilleur des cas. Je demande comment un normativo-expressiviste comprendrait cette question, et je demande aussi quelle influence ont sur elle les faits, en particulier de la psychologie de l'homme et de la dynamique de groupe. Dans le reste du paragraphe, je me garderai bien de me confronter à cette question sublime directement, et je pose la question à la place de la forme que pourraient prendre des réponses à cette question. Les philosophes de la morale tendent à pousser vers un système moral. Les forces qui nous incitent à aller vers un système sont à l'œuvre dans la discussion morale quotidienne, mais il en va de même d'autres forces qui pourraient nous en écarter. Si les philosophes cherchent à atteindre un système avec un acharnement particulier, est-ce une bonne chose à faire? Comment un normativo-expressiviste devrait-il considérer les espérances de système? Pourrions-nous nous attendre à ce que ces recherches morales ressemblent à la théorisation morale pratiquée effectivement par les philosophes? Apparemment non. Un expressiviste ne pense pas qu'il existe un domaine des faits moraux qui pourrait s'avérer être systématique. La morale n'est pas comme la physique. J'ai maintenu qu'au lieu de cela, la recherche morale consiste à décider quelles normes il faut accepter comme régissant les sentiments moraux, et aussi comment les normes des sentiments moraux doivent influer sur les normes de l'action. Or, ceci veut dire accorder une certaine autorité à nos sentiments moraux au sens large et à d'autres sources de préoccupation morale. Mais ces sources de préoccupation morale offrent une direction incertaine. Certaines, comme l'équité et le respect, sont sujettes à être retravaillées. Les arrangements sociaux auxquels ces sources s'accrochent dépendent en partie de ce qui est familier et de ce que disent les gens qui nous entourent et de la manière dont ils réagissent. Des perceptions différentes d'un problème donnent naissance à des sentiments différents sur ce problème. Il se peut qu'un sentiment soit en concurrence avec un autre. Pouvons-nous attendre à ce que surgisse de tout cela quelque chose qui comporte une raison d'être, qui englobe tout et soit unifié?